L'affaire négociation avec les groupes terroristes continue d'alimenter l'actualité. Le gouvernement dément avoir négocié avec des terroristes. L'opposition politique ne croit pas en la sincérité de l'exécutif. Le chef de file demande au président du Faso lui-même de se prononcer sur le sujet. L'opposition qui pose des préalables avant toute participation au dialogue voulu par le chef de l'État. Ce 25 avril, journée mondiale de lutte contre le paludisme, zoom ce soir sur une plante considérée comme le salut de l'Afrique, l'artémisia, un remède naturel mais qui a du mal à se faire accepter par les pouvoirs publics. En sport, Iron Bibi est de retour au pays après avoir pulvérisé tous les records dans son domaine. Le champion du monde du log lift sera notre invité dans un instant. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Oui ou non, y a-t-il eu négociation avec les terroristes? La question fait polémique. Hier, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, a démenti cette information. Ce matin, c'est l'opposition politique qui a réagi. Elle reste sceptique et demande au chef de l'État lui-même de se prononcer sur le sujet. Le chef de file, Zéphirin Diabré, qui était face à la presse, a surtout évoqué la question du dialogue politique. Le CFOP se dit disposé à y participer, mais conditionne sa participation à deux préalables, la mise sur place d'un cadre réglementaire et les modalités de mise en œuvre et de suivi des décisions issues de ce dialogue. Plus de précisions avec Roméo Kuita. Cela faisait quelques mois qu'il n'était pas apparu au point de presse hebdomadaire de l'opposition politique. Mais les révélations du magazine Africa Intelligence sur la supposée négociation du président du Faso avec les terroristes ont peut-être obligé Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, à prendre les devants. Il demande au président du Faso de clarifier sa position. Le porte-parole du gouvernement a certes apporté un démenti, mais le CFOP reste sceptique. Je sais que le rôle des ministres de la Communication, c'est de faire des démentis. Ça ne date pas d'ici, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc je ne suis pas surpris. Vous n'allez quand même pas penser qu'il va venir pour confirmer ce genre de choses-là, qui sont quand même en fait embarrassantes pour le gouvernement. Mais je vous dis, nous, on n'a pas les éléments d'information qui permettent d'en assurer la véracité, mais Africa Intelligence n'est pas une revue n'importe laquelle, une revue très très sérieuse, que tous les palais présidentiels d'ailleurs reçoivent et qu'ils lisent à longueur de journée. Et deuxièmement, il y a des indications de personnes, et aucune de ces personnes-là, à ce que je sache, à ce jour en tout cas, n'a publié un communiqué ou un démenti. Si l'information était avérée, le CFOP pense que la démarche du gouvernement serait incohérente. Le pouvoir actuel ne peut pas accuser l'ancien président Blaise Compaoré d'avoir pactisé avec les terroristes et adopté à son tour les mêmes pratiques. Si, depuis 3 ans, vous avez un leitmotiv, il faut être cohérent. Vous dites et vous accusez votre prédécesseur d'avoir eu des contacts avec les acteurs donc, de la crise et vous dites qu'ils ont négocié. Et vous jurez sur... Donc vous en faites un péché. Pour vous, c'était un péché. Donc vous dites que ça, jamais vous ne ferez pas ça. Et vous l'accusez à longueur de journée, voilà, vous le jetez l'opprobre sur lui. Et en même temps, vous-même, ce que vous vous reprochez comme étant une solution ayant été appliquée par l'autre là, c'est celle-là que vous employez maintenant. Il faut être cohérent. L'autre sujet à l'ordre du jour, c'est celui relatif au dialogue politique initié par le chef de l'État et qui devrait normalement se tenir le 28 avril prochain. L'opposition se dit disposée à y prendre part, mais demeure inquiet. À 3 jours de la date prévue, elle dit toujours ignorer l'endroit où il se tiendra, les points qui seront débattus et la manière dont vont se dérouler les travaux. Ne comptant pas y faire de la figuration, le CFOP conditionne sa participation à ce dialogue au respect de deux préalables. Le premier préalable a trait au statut même du dialogue et au cadre réglementaire. Parce qu'une rencontre aussi importante, en pleine crise, doit être encadrée par des dispositions juridiques appropriées. Le second préalable est relatif aux modalités de mise en œuvre et de suivi des décisions et recommandations et engagements qui seront issus du dialogue. L'opposition politique burkinabé n'est pas prête à aller quelque part causer de tout et de rien, se lever et repartir sans qu'il n'y ait des débuts de solutionnement concret aux problèmes que vivent les Burkinabés. L'opposition politique s'est aussi prononcée sur l'accord entre la coordination des syndicats de l'économie et des finances et le gouvernement. Elle invite l'exécutif à respecter ses engagements et les deux parties à rendre publiques les conclusions de leurs accords pour éviter des polémiques dans l'avenir.
Ce 25 avril, journée mondiale de lutte contre le paludisme, zéro palu, je m'engage, une campagne inclusive qui vise à faire en sorte que le paludisme reste une priorité politique. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, aucun progrès significatif n'a été accompli en matière de réduction des cas de paludisme entre 2015 et 2017. Pourtant, la recherche évolue. Il y a aussi et surtout cette solution moins coûteuse et disponible en Afrique, c'est bien l'artémisia, remède 100% naturel contre la maladie qui fait rage sur le continent. Arsène Konditamde. En 2015, on a enregistré environ 212 millions de cas de paludisme et quelques 429 000 décès selon l'Organisation mondiale de la santé. En 2017, l'Afrique subsaharienne était la partie du monde la plus touchée par la maladie, avec 90% des 435 000 personnes tuées. Environ toutes les 2 minutes, un enfant meurt de paludisme, une maladie pourtant évitable et tout à fait curable. À ce jour, il n'existe pas encore de vaccin contre cette maladie. Ce 23 avril, l'Organisation mondiale de la santé a lancé une grande campagne de test du vaccin expérimental le plus avancé. Baptisé le Mosquirix, il a été mis au point après une trentaine d'années de recherche. Ce vaccin destiné aux enfants est aujourd'hui testé au Malawi et au Kenya. Il sera bientôt lancé au Ghana. En plus de ce nouveau vaccin, il y a la couverture maladie universelle comme alternative. Elle vise à permettre à chaque individu de pouvoir se soigner, même s'il vit dans l'extrême dénuement. La prochaine Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé en septembre prochain en fera son sujet phare. Mais en attendant, il y a l'artémisia, une plante utilisée depuis plus de 2000 ans en Asie pour prévenir, soigner et guérir le paludisme. Depuis une dizaine d'années, un réseau de chercheurs et de médecins préconise l'usage de la plante naturelle pour lutter contre le fléau endémique. Depuis quelques années, l'Association française de la Maison de l'Artémisia est une pionnière dans la promotion et la culture de cette plante. Aujourd'hui, l'artémisia est reconnue comme un composant majeur des nouveaux médicaments antipaludéens. Alors qu'elle est déconseillée par l'OMS, interdite en France et en Belgique, elle est cultivée et produite au Burkina Faso. Cultivé, produit au Burkina Faso. On en parle justement avec notre premier invité, Jean-Claude Légoupil, producteur artémisia, responsable de la maison de l'artémisia au Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Avec plaisir. L'artémisia, on en parle comme une révolution dans le domaine de la lutte contre le paludisme. Cette plante-là, disponible au Burkina Faso, cultivée, vous en cultivez d'ailleurs, justement, au Burkina. Oui, tout à fait. C'est une plante d'origine chinoise, comme c'est bien expliqué dans le sujet, et qui a complètement éradiqué le paludisme en Chine avec la tisane d'artémisia. Donc, les chercheurs se sont dit, les médicaments les plus modernes sont faits avec l'artémisimine, qui est un composé de l'artémisia. Pourquoi ne pas essayer la tisane directement? Directement. Des vaccins expérimentaux, comme on l'a vu justement dans le sujet, on parle aussi de médicaments justement. Pourtant, il y a cette plante, c'est naturel, 100% remède. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'artémisia a du mal à se faire accepter par les pouvoirs publics? Deux choses. D'une part, il y a un lobby des industries pharmaceutiques qui a, avec le marché du paludisme en Afrique, mais aussi ailleurs, un marché captif. Ils gagnent beaucoup d'argent avec ces produits et ils ne voient d'un très mauvais œil le développement d'une plante dont la tisane est plus efficace que le médicament lui-même. Et ces produits, ces firmes pharmaceutiques sont extrêmement riches, donc elles peuvent agir là où le producteur et les promoteurs de l'artémisia ne peuvent pas agir. Voilà, c'est ça qui explique le fait. Alors, ils vont argumenter un certain nombre de choses qui, petit à petit, tombent. L'efficacité extraordinaire de la tisane d'artémisia. L'innocuité, c'est-à-dire que c'est absolument inoffensif comme une tisane. Et on a dit que ça allait provoquer une résistance à l'artémisimine, qui est dans les médicaments. Mais l'espèce d'artémisia qui est cultivée en Afrique de l'Est depuis plusieurs centaines et plusieurs siècles, n'a pas d'artémisimine dedans. C'est l'ensemble de la plante qui est efficace. Donc il n'y a pas de résistance. Donc c'est un produit local, efficace, bon marché, sans risque. Et disponible surtout. Et disponible. Justement, vous parlez de l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Il y a eu quand même des expériences qui sont avérées concluantes.
Tout à fait. En Afrique, en République démocratique du Congo, un essai a été fait sur plus de 1000 patients, dont les uns étaient traités avec l'artémisia, les autres avec les médicaments du commerce. 90% des gens traités avec l'artémisia ont été guéris, contre 34% avec les médicaments. Et, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, leur sang était pur, débarrassé du parasite. Non, les résultats sont époustouflants. Et ça se développe très vite, même au Burkina. Donc, un jour ou l'autre, les pouvoirs publics vont être obligés de constater. Peut-être qu'il faut que déjà au niveau de l'OMS, on commence par montrer patte blanche par rapport à cette plante. Alors, l'OMS, sa position est un peu ambiguë, quoi, parce que maintenant, ils sont obligés, avec les tests et les études scientifiques qui ont été faites, ils reconnaissent que la tisane est efficace. Ils avaient une réticence en disant que la tisane peut provoquer une résistance au produit artémisinine qui est utilisé dans les médicaments. Or, ils n'ont plus rien derrière, il n'y a plus d'autres molécules disponibles. Mais encore une fois, la tisane d'artémisia africaine n'a pas d'artémisinine, donc on ne peut pas provoquer de résistance quand le produit n'existe pas. C'est la plante elle-même qui est antipaludique. C'est vrai que l'enjeu, il est beaucoup plus économique. Hein. On l'a dit récemment, on a vu ce documentaire de France 24 sur le business du malaria. C'est énorme et choquant quand même, tout ce qu'il y a autour. Mais l'Afrique aujourd'hui doit être en mesure, de façon indépendante, de choisir sa voie, de l'admettre. Parce que, comme vous l'avez dit, l'artémisia aujourd'hui, au-delà du fait que ça guérit, ça prévient. Tout à fait. C'est l'aspect peut-être le plus important. C'est que si vous prenez de la tisane un jour sur deux, vous êtes protégé du paludisme. Vous ne ferez pas le paludisme. Et ça va vous coûter 900 francs par mois. Un traitement contre le palu avec la tisane, c'est à peu près moins de 1000 francs par mois. Par traitement, pardon. Contre 6000 francs avec les médicaments. Quand un cas de palu arrive dans une famille défavorisée, c'est un drame. Il faut mobiliser 6000 francs. Là, ça sera à peine 1000 francs. Donc c'est extraordinaire. C'est un outil qui est maintenant... Si on a un peu d'appui des pouvoirs publics, le palu sera rapidement un mauvais souvenir. Alors justement, à partir du moment où de plus en plus on observe en Afrique que même les financements se font de plus en plus rares par rapport aussi à la santé, est-ce qu'effectivement il ne faut pas très vite aller vers cette perspective-là, comme vous l'avez dit, moins cher, disponible, produit sur place, effectivement c'est naturel. Tout à fait. Et on peut imaginer qu'au niveau de chaque village, au niveau de chaque département, il y a une ferme qui puisse se spécialiser dans la production et l'affaire est gagnée. Peut-être qu'il faudra compter sur des pouvoirs, notamment des organisations au niveau de la société civile, peut-être aussi avec l'appui d'acteurs de la santé, de médecins, etc., pour créer un mouvement de sorte effectivement à un moment donné à mettre la pression sur les pouvoirs publics aussi. Tout à fait. Et ça, on a actuellement beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG qui viennent nous voir, qui nous demandent des semences que l'on fournit. On fait de la formation et tout ça, ça va dans le même sens. Ça va se développer très rapidement. Est-ce que justement vous avez espoir que l'Afrique va finir par comprendre que son salut viendra de cette plante? Non, mais c'est évident. Je suis très, très optimiste. C'est évident. C'est tellement fort. C'est local. Encore une fois, c'est bon marché, c'est efficace. Il n'y a pas de risque. Ça va partir très très vite. Vous avez une ferme en tout cas de la plante, oui. Aux encablures donc de la ville de Ouagadougou, non loin de là. Est-ce que dit de la fréquentation? Est-ce que les Burkinabés viennent vers vous pour se soigner avec l'artémisia? Tout à fait, non, tout à fait. On commercialise un petit peu la tisane, on en distribue beaucoup dans les écoles. Il y a des tradipraticiens qui ont demandé à s'associer avec la maison de l'artémisia parce que eux-mêmes ont été guéris par l'artémisia. Donc maintenant, ça fait boule de neige. Et c'est extraordinaire. Il y a un engouement, vous allez voir, ça va tout de suite se faire. Et là, les pouvoirs publics vont être obligés de constater qu'ils ont sous leurs yeux un remède efficace.
bon marché pour leur population. Peut-être aussi qu'un travail aussi de marketing à faire autour de cette plante. Je vais dire, il y a l'aspect production, mais il y a aussi l'aspect paquetage, etc., qui puisse faire en sorte à crédibiliser davantage le produit. Oui, et c'est en cours. Tout ça, il y a des producteurs maintenant qui sont à Koudougou, il va y en avoir bientôt à Bobo, Dioulasso, donc c'est une dynamique en route. Et quand la dynamique marche, vous allez voir, les commerçants vont s'y mettre, il va y avoir tout de suite une campagne marketing qui va faire en sorte que ça va fonctionner. Et comme c'est pas cher, on est à peu près sûr que ce produit va se diffuser très très rapidement. Un travail donc de vulgarisation à mener. Et de la formation qu'on fait aussi en même temps. On forme les gens à faire. C'est une plante un peu délicate au niveau de la pépinière de mise en place. Sinon après c'est une plante comme une autre. Est-ce que si à un moment donné la population commence par prendre conscience, est-ce qu'au niveau de la production, au niveau de l'offre, on sera en mesure aussi de pouvoir faire face est-ce que les conditions climatiques permettent de produire facilement? Tout à fait. Alors, bon, l'artémisia d'Afrique de l'Est est vivace, c'est-à-dire qu'elle reste sur le terrain plusieurs années. Donc il faut l'irrigation pour la saison sèche. Mais il faut que quelques centaines d'hectares pour couvrir les besoins du Burkina. C'est rien du tout. C'est rien. Quelques centaines d'hectares. Avec un hectare, on traite 150 000 cas de palud. C'est très facile. C'est un enjeu, mais la solution est là. La solution est là, et c'est l'artémisia pour lutter efficacement contre le paludisme en Afrique. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Invité. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Sachez que la santé, justement, c'est une question de données, des données disponibles et fiables pour plus d'efficacité dans les politiques publiques de santé. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires mobilisent le monde de la recherche. À Ouagadougou, il est question d'identifier les domaines prioritaires de santé. Didier Daourou, Arsène Konditamne. 39 sur 100, c'est l'index couverture de santé universelle obtenu par le Burkina Faso en 2017 pour les soins et services de santé selon le ministère de tutelle. La couverture de santé universelle, c'est faire en sorte que l'ensemble de la population ait accès aux services de santé préventifs, curatifs et à ce que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces. Cependant, c'est un indicateur visiblement insatisfaisant pour le Burkina Faso, et ce, malgré les réformes et actions entreprises dans le secteur. Le ministère de la Santé a donc besoin de données afin de mieux axer ses prises de décision. Cette rencontre entend identifier les besoins en matière de données factuelles. Cet atelier va permettre aux acteurs de terrain et également aux experts de travailler à prioriser les différents domaines qui nécessitent la production de données pour le moment. Et je pense que c'est en cela que le décideur, le politique, pourra s'approprier ces évidences scientifiques pour pouvoir améliorer la mise en œuvre des politiques pour que nous puissions atteindre les objectifs de la couverture sanitaire universelle. Pour conduire ce projet, c'est l'Institut de recherche en sciences de la santé et l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication qui ont été sélectionnés. Les participants, en majorité des chercheurs, vont réaliser des activités de production de données et des activités de diffusion et d'utilisation qui permettront d'exploiter les résultats attendus. Le projet sera mis en œuvre sur une durée de 33 mois et est financé par l'Union européenne à hauteur d'1 million d'euros, soit 655 millions de francs CFA. La grand-messe du monde paysan, le rendez-vous des producteurs du Burkina Faso, c'est à Gawa, capitale de la région du sud-ouest. La journée nationale du paysan est ouverte ce jeudi sur la table des discussions. La sécurité, elle implique la sécurité alimentaire et ce sont les producteurs eux-mêmes qui sont invités à rechercher les solutions idoines pour faire face à la nouvelle donne. La 21e édition de la journée nationale du paysan débute avec les ateliers sectoriels sur place dans la cité du Bafouji. Le reportage de Rémi Lambert-Nivier. Plus de 1400 paysans ont répondu à ce rendez-vous biennal. Issus de tous les secteurs du monde rural, à cette 21e édition, les paysans vont rechercher eux-mêmes les voies et moyens pour adapter leurs activités au nouveau contexte sécuritaire. L'insécurité est perçue aujourd'hui comme l'autre obstacle à l'atteinte de la sécurité alimentaire, en plus des difficultés bien connues comme les aléas climatiques et le faible équipement des producteurs. C'est de pouvoir discuter avec chaque ministère du développement rural pour savoir, dans ce contexte d'insécurité, comment nous allons mettre en place des mécanismes adaptés
pour permettre aux producteurs de pouvoir mener leurs activités sur le terrain. Et à l'issue de ces mécanismes, quelles sont les mesures d'accompagnement qu'il faut prendre? Les producteurs ont de bonnes pratiques. Il suffit de les encourager, il suffit de leur demander. Ils vont vous montrer les chemins, ils vont nous montrer les mécanismes pour pouvoir atteindre les résultats que nous cherchons. Donc, on veut que les producteurs puissent participer. C'est pourquoi il y aura bien sûr le forum avec l'ensemble des producteurs, mais également les ateliers sectoriels. Il y aura 4 ateliers sectoriels pour que cela puisse être débattu de fond en large et que chacun puisse apporter sa contribution pour que, enfin, nous puissions faire face aux défis au niveau de la production. 2 années après sa dernière rencontre avec les décideurs publics, le monde rural dit être venu à ce 21e face-à-face avec quelques notes de satisfaction. Nous avons recommandé au gouvernement de nous accompagner à créer la banque agricole qui passe. C'est une réalité, tout le monde a vu, la banque est fonctionnelle. Moi, j'ai déjà ouvert mon compte dedans. Nous avons demandé effectivement l'élaboration d'une loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique et ses décrets d'application. Ce sont des recommandations qui ont été mises en œuvre. Cette 21e édition qui a débuté avec les ateliers sectoriels va se poursuivre tout au long des prochaines 48 heures avec la foire agro-silvopastorale et halieutique et le face-à-face avec le chef de l'État lui-même. Cette panne qui prive d'eau 60% des Ouagalais. C'est au quartier Karpala, juste derrière l'hôpital de district. Une conduite d'eau endommagée par des travaux routiers dans le secteur. Les équipes de l'Office national de l'eau et de l'assainissement sont à pied d'œuvre. La nuit s'annonce très longue. Constant sur place, Kevin Elodie Zaba, Didier Daourou et Abdourazak Traoré. Dans d'autres endroits de la capitale burkinabé, de l'eau on en cherche, mais ici le liquide précieux coule abondamment. La raison est simple, un incident survenu au cours des travaux de bitumage de la voie située derrière l'hôpital de district de Bogodogo menant au quartier de Karpala. Bon, ils ont juste heurté la conduite. Vous-même, vous avez dû filmer, vous avez vu que c'est un petit trou, mais c'est une conduite de refoulement. Ça veut dire quoi? Ce sont des pompes donc, qui envoient l'eau sur cette conduite. Ça veut dire que c'est sous pression. Et si on s'amuse à pomper, donc vous allez voir que le jet, je crois que c'est des pompes de près de 8 bars, donc le jet même peut atteindre 80 mètres de colonne d'eau. Donc c'est très important. Donc on ne peut pas travailler dans ces conditions. Une situation aux conséquences immenses, une bonne partie de la population ouagalaise qui se retrouve sans eau. Cette conduite-là alimente la zone le château de Ouaga 2000, le château de Pissi et le château de Rimketa. Donc vous voyez que c'est toutes ces zones-là. Donc de Pissi en allant, de Ouaga 2000 en allant à Pissi, et en traversant Rimketa vers Basenko et une bonne partie de Yagma, donc sont alimentés par cette conduite-là. Bon, j'avoue que c'est une question d'équipement de maintenance. Bon, heureusement pour nous, nous avons trouvé donc un collier, voilà, au diamètre de la conduite. Et ça va nous permettre de vite intervenir. Ça va réduire donc le temps d'intervention. Voilà, bon, nous, on se donne à partir de cet instant-là au moins 2 à 3 heures de temps donc pour achever les travaux. L'équipe de l'ONEA est mobilisée depuis 16 heures pour résoudre le problème. Selon le directeur régional du centre de l'ONEA, il faudra attendre minuit pour venir à bout de la panne. Nous sommes en train de nous atteler, voilà, avec toute l'équipe que vous voyez là autour de moi, voilà, les équipes de maintenance, donc pour pouvoir réparer la conduite dans les brefs délais. Les habitants des zones basses doivent donc attendre minuit et ceux des zones hautes doivent encore patienter jusqu'à demain matin. Le sport avec le retour de l'homme le plus fort du monde. Il est burkinabé, Cheikh Sanou alias Iron Bibi, l'homme qui pulvérise les records, tous les records, y compris les records Guinness, champion du monde de Love League, arrivé cet après-midi, accueilli par une foule de supporters. La fierté nationale est sur ce plateau du 19h30. Bonsoir. Et bonsoir Robert. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Et félicitations déjà pour tout ce que vous faites pour ce pays. Merci beaucoup. C'est une fierté, comme je l'ai dit. Vous rentrez donc de l'Angleterre. Oui, directement. Où vous avez pulvérisé les records. C'est bien ça. Oui, effectivement. Oui, donc tout d'abord, avant de commencer, merci à BF1 pour l'invitation.
et ça me fait plaisir. Et puis surtout, merci à mes supporters. Et à l'aéroport aujourd'hui, vraiment, j'étais très content. Et ce que ça fait, ça m'encourage à aller de l'avant. Voilà, donc quand il y a du monde qui vous soutient, c'est obligé que, voilà, c'est mon devoir de travailler dur. C'est vrai que côté football, ça ne marche pas très bien actuellement, mais oui, avec vous, justement, on a les victoires. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça. Dans la vie, il ne faut jamais abandonner, puis il faut rester positif. Et Inch'Allah, c'est sûr que côté football aussi, voilà, c'est peut-être quelques petites choses à ajuster. Sinon, moi, je fais confiance à nous, les Burkinabés. Je sais qu'on est capable d'aller loin. Comment vous mesurez l'importance de ce sport, justement, dans le monde? Oui, c'est très important parce que non seulement chaque année, si vous voyez mes débuts en 2014 et maintenant, on arrive à remplir même des arènes de 20 000 personnes. Voilà, donc le sport grandit et il y a plus d'opportunités. Donc, du coup, ça m'encourage. Et moi aussi, j'essaie de faire de mon mieux, d'encourager mes frères et sœurs ici. On a ouï dire que vous avez fait un peu à la Usain Bolt. Vous auriez pu faire mieux, mais vous n'êtes pas allé un peu plus loin que cela. Voilà, non, il faut aller petit à petit. Voilà, et chaque pas doit être important. Donc, j'essaie d'être très stratégique. Voilà. Il vous arrive de vous énerver ou de frapper quelqu'un? De nature, non. Non, je n'aime pas la violence. Je n'aime pas du tout la violence. Voilà. J'aime plutôt aider les gens. Oui, je pense que c'est mieux que d'être violent. Parce qu'être violent, la force n'est pas éternelle. On peut être fort aujourd'hui, on ne sait jamais ce qui va arriver demain. Donc, quand Dieu nous donne, c'est un don. Voilà, ce don, et on doit l'utiliser pour aider et non pour faire la violence. C'est vrai qu'il y a quelques années, les Burkinabés vous connaissaient très peu, mais aujourd'hui, avec toutes ces victoires que vous enchaînez, vous êtes devenu aujourd'hui un chouchou du public burkinabé. Est-ce qu'en même temps, vous pensez que c'est aussi le moment de faire en sorte que ce sport-là soit plus pratiqué chez nous? Oui, effectivement, c'est le bon moment. Et vraiment, je remercie Dieu vraiment que toute la population burkinabé, et même pas juste ceux qui sont même à la diaspora, ils me supportent tous. Donc, comme je vous l'ai dit, ça m'encourage vraiment à foncer de l'avant. Et cette année aussi, j'ai pu prouver aux athlètes ici que c'est possible de rester au Burkina Faso et puis performer à l'extérieur. Ma préparation. S'entraîner sur place? J'ai fait ma préparation à Bobo Dioulasso ici. Vous avez les équipements pour? Non, même pas tous les équipements. Et j'ai conduit 5 heures de temps. Moi-même, je suis un jeune, je n'ai pas besoin de chauffeur. J'ai garé ma voiture à l'aéroport, j'ai pris mon vol, voilà, et puis j'ai remporté 2 grandes victoires. Donc c'est pour montrer que non, vraiment, quand on a la soif, quand on a l'envie de quelque chose, c'est possible. Voilà, parce que souvent, il y a des gens, les gens pensent que non, bon, les conditions ne sont pas réunies ici. Il faut, voilà, tout se passe dans la tête et puis il faut être positif. Voilà, il faut pouvoir voir là où on va et maintenant se diriger là-bas. C'est possible, tout est possible dans la vie. Un mental de fer, il faut l'avoir. Mais est-ce que vous avez le soutien, le public, ça c'est indéniable, on le voit, mais est-ce que vous avez le soutien des autorités sportives, comme par exemple on le voit au football ou dans d'autres disciplines? Bon, je peux dire, cette fois-ci, après ma victoire, il y a même son Excellence, le président du Faso, qui m'a félicité sur les réseaux sociaux, les premiers ministres, les autorités. Donc, vraiment, ce soutien, moi, je le prends, ça aide beaucoup. Voilà, juste des messages d'encouragement, ça aide vraiment. Côté financier, vous recevez du soutien? Non, je me débrouille. Et je tiens vraiment en même temps à remercier ma famille qui a toujours été avec moi, et la famille Sanou. Voilà, parce qu'au début, c'était pas sûr, parce que c'était un sport, quand on est amateur, c'est pas facile. Mais mes parents ont cru. Et ça a été mon choix après l'université parce que j'ai ma maîtrise en administration des affaires. Mais moi, j'ai toujours aimé être un sportif. Même durant mon bas âge, parce que moi, j'étais de forte corpulence, les gens se moquaient de moi, il est gros, il ne peut pas faire ça.
Donc, C'était un défi personnel. Hein? Oui, c'était un complexe. Ceux qui se moquaient de moi, la majorité aujourd'hui apprécient le travail. J'imagine qu'ils ne rêvent pas de vous rencontrer. Non, c'est oublié. Parce que c'est ça qui a été ma force. S'ils ne se moquaient pas de moi, peut-être j'allais être là à ne rien faire. Voilà. Vous êtes une fierté nationale, mais au-delà, une fierté africaine, parce que vous êtes champion du monde. C'est l'image de toute l'Afrique que vous vendez quelque part. Est-ce que aussi, vous rêvez aussi d'une politique de développement de ce sport sur l'ensemble du continent, au-delà du Burkina? Effectivement, oui. Et vraiment, toute l'Afrique, parce que non seulement, quand je compétis, je suis le seul noir souvent en compétition et seul africain. Voilà, donc c'est une grande tâche pour moi. Donc, si je ne performe pas, voilà, ça se voit. Donc, la pression y est. Donc, le sérieux doit être de mon côté, vraiment. Et en même temps, comme je vous ai dit, la force n'est pas éternelle. Donc, de mon côté, j'essaie vraiment de me débrouiller pour que la relève vienne. C'est vrai qu'il y a des initiatives déjà dans ce sens, on l'a vu récemment, du côté de Ouaga et de Bobo. Oui, j'organise quelques compétitions. Et chaque année, j'essaie, c'est petit à petit. Cette année, ce que je vais faire, ça va être meilleur que l'année passée. Voilà, donc déjà, j'ai 27 ans. Donc, il faut que je sois aussi très stratégique avec mes décisions, tout. Parce que ma carrière, je peux dire que ça ne fait juste que commencer. En tout cas, une carrière qui ne fait juste que commencer, mais déjà des lauriers, vous l'avez dit, champion du monde, mais aussi record. Record Guinness, voilà. Donc, non seulement en 2019, j'avais inscrit mon nom dans le livre Guinness, et mon nom sera encore en 2020. Voilà, dans le livre de 2020. Et cette fois-ci, l'année passée, j'ai fait 69 répétitions en 1 minute. Et cette année, j'ai fait 82 répétitions. Et Guinness même est en train de réaliser un documentaire spécial sur moi. Oui. C'est et fort, bien sûr, sur le Burkina Faso aussi. Oui, c'est derrière, c'est tout l'image du pays que vous vendez. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi. Et chaque fois que je compétis, et je suis en action, ce n'est pas moi. C'est vraiment tout le Burkina Faso. C'est de là que ma force vient. Parce que si je vais individuellement, c'est pas obligé, c'est pas sûr d'être fort que si je vais en tant que le Burkina Faso. Et grâce à Dieu, les performances, ça va très bien. Ça va très bien. Et vous n'avez pas encore repoussé suffisamment la limite, hein? Non. Il y a encore, comme le disent les Anglais, il y a encore du jus. Il y a encore du jus, En tout cas, le Burkina compte sur vous. Merci. Vous êtes une fierté nationale. Le Burkina compte sur vous pour remporter encore d'autres victoires. C'est certain, vous êtes sur le toit du monde. Le Burkina aussi. Et là, c'est tout le peuple burkinabé qui est avec vous. Mais on espère aussi que du côté des autorités, au-delà des félicitations, des soutiens, il y aura un véritable travail aussi de mobilisation, peut-être financière, mais derrière une politique pour accompagner ce que vous faites déjà pour la relève. Merci, j'espère aussi, mais j'espère bien. Et encore, comme je dis, merci vraiment à toute la population burkinabé, à ma famille, mon staff, j'ai un staff Iron Bibi aussi, merci à eux et merci à BF1. Et même nos médias, vraiment, parce que vous travaillez dur. Et merci vraiment. On est là pour accompagner les champions. Merci encore une fois d'être passé dans le journal ce soir. Merci à vous, c'est un plaisir. Et ça sera la fin de ce journal avec l'homme le plus fort du monde, Iron Bibi, qui vient de rentrer donc de l'Angleterre avec une double victoire, champion du monde, record Guinness. C'est une fierté donc nationale, comme je l'ai dit. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.